au départ, je veux juste aider des jeunes à faire du street. Et de nos jours, ça se fait moins créer des équipes. On a son téléphone, on a son public. T'es qui toi? T'as un corps de fou. T'as quel âge? Il me dit j'ai 14 ans. Ça se vit bien. À partir du moment où on n'a pas, nous, un ego surdimensionné. Donc tu as cette maladie, tu as ton mental. Est-ce que tu t'entraînes avec ton corps ou contre lui? Hello, bienvenue dans le podcast, donc le podcast dédié au workout, à l'entraînement, aux sportifs, mais pas que. Aujourd'hui, j'ai un invité très intéressant, très spécial. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Nico, alias Tortue Géniale sur les réseaux. Donc fondateur de la SWAT Team, coach et athlète aussi en prime. En prime, voilà, et pas que en prime, hein, ça fait quand même Ouais, partie des choses qui te Ça caractérisent. fait partie. Ouais. Donc Nico de la SWAT Team, pour ceux qui le connaissent, voilà, je pense qu'il est quand même bien connu dans le milieu, même pour ceux qui pratiquent pas la discipline. Donc pour moi, c'est un honneur hein, de t'avoir, hein, vraiment, Merci beaucoup. comme je te le disais en off. Vraiment, c'est un honneur pour moi parce que tu représentes beaucoup de choses que je juge hyper importantes dans ce milieu du street workout. Et le but, c'est de découvrir un peu plus de ton histoire, de quitter le sportif, mais l'homme qui est à côté, bien sûr, et avec son lot de choses qui vont avec. Ah oui, ah oui. Bon, en tout cas, merci à toi d'avoir accepté Merci à toi, l'invitation. Captain. Et on va continuer dans la présentation. Présentation rapide de qui t'es, ce que tu fais, de manière générale. On va pas rentrer trop dans les détails non plus. Voilà, on préserve un peu ta vie privée. Mais et comment tu es arrivé dans le street? Ouais. Du coup, comme je disais, Tortue Géniale sur les réseaux. Donc fondateur en 2014 de la SWAT Team. Parce que au départ, je veux juste aider des jeunes à faire du street. Et je sors de l'armée, moi, à ce moment-là. Donc, les tractions, les muscle-up, c'est des choses qu'on maîtrise un peu, on va dire. Ça te parle, quoi. C'est ça. Et du coup, j'ai des petits jeunes qui viennent, qui me disent monsieur, déjà, ils me donnent tellement de respect que j'ai envie de les aider. Donc, à partir de là, on voit comment on peut créer une association. Et voilà, la SWAT Team se crée tout doucement comme ça. Donc, maintenant, je suis papa de 3 enfants aussi. Donc, on a ce rôle de donner aux autres un peu plus, tu vois, au niveau du sport, au niveau de plein de choses, parce qu'en vérité, on a joué le rôle de père, de grand frère, de coach dans l'équipe. Donc voilà, on a créé la SWAT et on est parti aussi à faire des compétitions, à faire des entraînements. J'ai passé mon diplôme de coach suite à l'association aussi créée en 2014. En 2015, je passe mon diplôme. Et donc voilà, hein, on était lancé dans la SWAT Team et tout ce que ça a engendré derrière, on va dire. Ouais. Ouais. J'en parlais en plus il y a pas longtemps, je sais pas si tu as vu les stories. Ouais, J'en ouais. parlais pour moi, ça fait partie des. Même si entre guillemets, vous êtes arrivé Oui, un on peu arrive. plus tard par rapport à d'autres équipes, C'est ça. vous êtes arrivé directement, vous avez posé. En fait, on a donné autre chose. C'est-à-dire que il y avait vraiment un socle qui était déjà là parce qu'on n'est pas les précurseurs, hein, mais on a quand même essayé de suivre déjà les anciens parce qu'on va pas se mentir. Hein, j'ai créé aussi la SWAT grâce à Philippe Dénixé qui m'a donné cet élan de construire des entraînements parce que j'ai été un peu voir ce qu'il faisait. Je lui ai demandé si je pouvais venir intégrer un peu ces entraînements pour voir un peu ce qui se faisait. Et c'est vrai que je suis parti de là pour créer mes entraînements. Donc après, une fois qu'on a un diplôme, c'est autre chose. Hein, tu le sais, quand tu deviens coach, on apprend plus de choses. Donc forcément, là, j'ai commencé à construire des vrais entraînements qui étaient, on va dire, intelligents par rapport au street workout qui était à l'époque un peu bourrin, on va dire. Que c'était, Carrément. voilà, c'était un peu du Carrément. freestyle qui était plus mis en avant que tout ce qui est musculation et performance. Donc on est arrivé sur de la performance que je voulais donner moi à mes athlètes. Donc on a vraiment lancé des vrais entraînements vraiment ciblés. Et ce que j'essayais d'apprendre à mes athlètes, c'était surtout le dépassement et de ne pas céder à quelque chose de très simple. C'était vraiment en mode militaire. On va se la donner à la dure. Comme on dit, hein, entraînement difficile, guerre facile. Donc c'était vraiment le principe des entraînements à la SWAT. Et donc ouais, on est arrivé directement dans le game avec, c'est vrai, un vrai level. Et bon, on va dire qu'on était aidé par des jeunes qui avaient un vrai talent aussi, quoi. Mm. C'est ça qui a fait que aussi on était très très fort. Ah, vous êtes arrivé fort, hein, vous êtes Ouais. arrivé vraiment fort. Moi, ce qui m'intéresse aussi te concernant, Ouais. c'est un peu
comment on fait la transition de l'armée à créer une équipe? Parce que tu aurais pu très bien décider de t'entraîner tout seul. Qu'est-ce qui t'a vraiment En poussé? fait, Tu vois, parce ouais. que souvent, on en parlait aussi, de nos jours, ça se fait moins créer des équipes. On a son téléphone, on a son Oui, public. C'est plutôt ça de nos jours maintenant. Mais bah, comment toi, t'avais ce truc-là? Parce que moi, je le fais pas tout de suite, le lien entre l'armée et créer une équipe. Comment t'es arrivé à ça, en toi? fait, c'est comme je te dis, c'est simple. C'est des jeunes qui sont venus me voir et à partir de là, moi, je suis du genre, je suis de nature à aider. Donc, j'aime aider les gens. Même aujourd'hui, dans mon rôle de coach à la salle, je peux aider n'importe qui. Si je vois que c'est mal fait, j'essaye de donner ma petite pierre à l'édifice, tu vois. Et après, on ramène un conseil. Il est pris ou il est pas pris, tu vois. Exact. Mais là, c'est pareil. C'est-à-dire que je voyais des jeunes s'entraîner. J'ai essayé d'encadrer un peu le truc et je sais pas si j'ai un aura ou quelque chose. C'est vrai que les jeunes se dirigeaient vers moi tout le temps. Donc j'ai essayé de rassembler tout le monde, même si c'est pas simple de faire venir des gens de milieux différents et surtout à s'entendre, parce qu'au final c'était ça, c'était quand même de créer un vrai groupe. Et, euh, et le lien il s'est fait naturellement en fait. J'ai rien forcé. Voilà, je suis sorti de l'armée, je m'entraîne seul, je rencontre des jeunes et en fait voilà, c'est à croire que c'était écrit. Donc on l'a fait naturellement et tout s'est bien imbriqué les uns après les autres, quoi. On a avancé comme ça, quoi, step by step. Moi, je te donne la réponse. Si tu as dit est-ce que tu as cette aura-là, moi, je pense que tu l'as. Gentil, Je merci. pense clairement que tu l'as. Et j'ai vu, pour avoir moi-même été chef d'équipe, j'ai vu comment les choses se sont emboîtées Mm. assez rapidement. Je pense qu'il y a eu une vraie réflexion, un vrai travail derrière. Vraiment, tu as à féliciter là-dessus parce que je sais ce que c'est gérer des gens, Ah, c'est, surtout dans le milieu du street. On a des personnalités explosives des fois. c'est- Et on a senti vraiment tous qu'au niveau de la SWAT, alors je pense comme tous les groupes, il y avait des problèmes, Oui, oui. mais il y avait une certaine unité qui a fait que justement l'équipe, elle a eu double moteur un petit peu. Et ça, c'était vraiment impressionnant, tu vois. Bah, comme je disais, en fait, à la SWAT, c'est voilà, moi, ce que j'appelle, c'était ma deuxième famille. C'était clairement ça. C'est que ce que tu dis, c'est que forcément, il y a des embrouilles. Mais voilà, on essaye de pallier à tout ça. C'est-à-dire que bah, on discute, on s'assoit autour d'une table, on crève les abcès absolument. On laisse pas des non-dits. On dit les choses et puis forcément, ça règle tout. C'est-à-dire que si c'est les non-dits qui bloquent un peu, donc voilà, il y avait un problème, on le réglait tout de suite sur le champ. Et le lendemain, on se serrait la main et on repartait sur autre chose. Mais forcément, avec des égos, comme tu as dit, surdimensionnés dans le sport, de toute façon, que ça soit dans le street ou ailleurs, mais dans le street, en l'occurrence, Il comme y en a ça pas vient de mal, la ouais. rue, ouais, Ouais. c'est encore différent. Mais non, ça se réglait très bien. Et après, ils étaient jeunes. C'est vrai que j'ai eu des jeunes entre 14 et 17 ans. Donc en vérité, moi, j'en avais déjà 30. Je jouais un peu ce rôle de grand frère et de père pour certains, père sportif, bien sûr. Mais voilà, on essayait de réguler un peu toutes les températures qu'il pouvait avoir. Et non, ça s'est très très bien passé. Il y a eu des petits heurts un peu plus hauts que d'autres, mais en général, Mm. en tout cas en compétition, ça se voyait pas et on était vraiment tous soudés. Et c'est ça Mm. qui a fait la grandeur, on va dire, de la SWAT. Vraiment, et ça, c'est des trucs, peut-être, c'est des détails qui parlent pas forcément aux autres. Moi, ça m'a parlé parce que, mm, évidemment, en tant que chef d'équipe, tu Tu regardes l'as toujours connu. un petit peu ce qui se fait, ce qui réussit ailleurs, ce qui réussit moins bien. Mm. Et sur ce point-là, je pense que vous êtes une des seules équipes que j'ai jugées au même niveau que nous sur Oui, la solidarité ouais, qu'il y avait au niveau de l'équipe. Parce que nous, on était vraiment connus pour ça. c'est ça. À l'époque, on était connus, les soldats, Les quand ils sont soldats, là, ils ouais. sont comme ça. Et quand on a vu la SWAT, on a dit, ah ouais, mais ils sont un peu dans le même délire de, ils Bah, sont ensemble, ils se supportent, ils se donnent la main, tu vois, ils se mais donnent je la pense qu'il force. y Et avait, il y a quelque chose en lien, clairement. Les soldats du quai, moi je sors de l'armée. Voilà, je pense qu'il y a quelque chose aussi qui fait que on avait cette unité parce que bah il y avait une nature qui était comme ça aussi, tu vois. On a essayé vraiment de donner cet élan-là à l'équipe, comme vous, quoi. Mm. Donc même si, parce que je sais pas à quelle époque, je crois que vous êtes arrivé un peu avant nous quand même. 2011, 2012. Ouais, donc je pense que naturellement, on s'est peut-être aussi ciblé sur vous, tu vois ce que je veux dire? Moi, j'avais en lien la NXC, parce qu'on était du 93 tous les deux. Il y avait la Poulaine Push, il y avait les All Bars. Donc en vérité, Poulaine Push était un peu compétition à fond, quand même, il gagnait beaucoup d'événements. Les All Bars, pareil. Donc je pense qu'on s'est un peu identifié à chacun pour créer la SWAT, en Mm. vérité. Et ça s'est fait naturellement, bien sûr, mais
je pense qu'il y a toujours c'est des petits échos qui font que derrière, on va ressembler à quelque chose parce Mm. que il y a cette vision à droite et à gauche, quoi. Mm. Ah, c'est bien ça. Et en tout cas, encore une fois, hein, félicitations pour ton rôle de chef, hein, parce que nous, on a vraiment senti l'impact et la direction qui était amenée au niveau de la SWAT. Et vous avez vraiment amené quelque chose de sympa jusqu'à aujourd'hui. Je pense Ouais, que vous avez bien marqué les esprits. ouais, Et au-delà des esprits, il y a ce côté aussi, je pense, qui vient de l'armée, assez carré sur les choses. Voilà. Qui pour moi a aussi de l'importance pour euh, aller vers la professionnalisation des choses. mm, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut avoir de la performance, on peut avoir peut-être de l'expérience, mais tant qu'on n'a pas un cadre et tant que les choses ne sont pas, l'image n'est pas propre entre guillemets, mm, c'est plus difficile de marquer les esprits. Et je pense que vous avez réussi, je pense aussi sur ce côté-là. mm, Moi, un truc qui m'avait marqué, c'est les tenues, les choses comme ça. Voilà, c'est du détail, mm. mais qui amène la petite différence. Après, voilà, ça, c'est un point d'honneur aussi à Maxime, du coup, Mm, mon associé qui était plus dans la direction artistique, on va dire. mm, Donc, moi, c'est vrai que je suis le côté sportif. Donc, j'emmène les entraînements. J'essaye de vraiment mettre une méthode derrière tout ça. Et derrière, c'est vrai qu'il y a Maxime qui vient en 2015, qui lui vient d'Australie, qui a vu donc les Bondi Beach là-bas s'entraîner. Donc, lui, il ramène autre chose avec nous. Et c'est vrai que c'est lui qui me dit, il y a quelque chose à faire. Tu vois, nous, on s'entraîne à la dure. Moi, j'entraîne vraiment des soldats, tu vois. Et lui vient me dit, mais attends, là, il faut équiper tout le monde. mhm, Il faut aller en compétition. Il faut... Et c'est vrai que c'est à partir de là, quand même, qu'on fait des choses carrées. C'est que moi, peut-être que je serais resté un peu trop bourrin et que lui vient équilibrer le truc en me disant, il y a des choses à faire derrière pour que bah, on soit reconnu. Donc, c'est lui qui fait les sapes, qui donne cette petite. Moi, je voulais le côté tri, donc de l'armée. Donc, lui ramène ça. Le code couleur, c'est moi qui le donne aussi. Et lui, c'est vrai qu'il fait tout derrière. Même si au départ, c'était un peu grotesque, parce que c'est vrai que bah, on n'a pas les codes des vêtements, comment on les fait, mm. quel tissu utiliser, tout ça. Petit à petit, on a fait quand même les choses très Propre, hein. carrées, Mm. franchement. Et aujourd'hui encore, on fait nos sapes. Aujourd'hui, il y a Tatakai qui vient donner un gros coup de main au street lifting. Mais à la base, Maxime fait tout seul. On importe tout de Chine Mm. ou de Turquie et on passe du temps derrière tout ça, quoi. Mm. Et c'était pas dans les questions, hein, mais si jamais tu peux nous en parler aussi, Maxime, comment les choses se passent, comment tu le C'est- connaissais avant, Non, même pas. Il vient vraiment d'Australie. Il revient d'un voyage en Australie. On se rencontre sur un entraînement. Il vient s'entraîner. On lui a parlé un peu de nous. Il vient. À l'époque, lui, il maîtrise le muscle up parce que bah, il s'entraîne avec les Bondi Beach en Australie. Et je le vois passer ses muscle up et je me dis putain, moi je galère. Et lui, il les passe bien, tu vois. Et puis le feeling a fonctionné tout de suite. Donc il m'a dit il y a quelque chose à faire et on a vraiment commencé à discuter à partir de là. Mais moi, je le connais ni d'Adam ni d'Ève. Mm. Et petit à petit, je lui ai fait confiance, il m'a fait confiance. Bon, il a bien vu que je ramenais aussi quelque chose de très solide sur les entraînements, je pense. Et puis, bah, il est venu faire les entraînements tout simplement. Et petit à petit, bah, il s'est incorporé dans la SWAT parce que bah, il avait clairement ça à mettre sa pierre à l'édifice, quoi. Mm. Clairement, il devait être là et il a été là. Et encore aujourd'hui, on est ensemble. Bon, aujourd'hui, on s'est un peu séparés parce que Il continue, ouais, j'ai il vu, a, il évolue. ouais, il a évolué, il est passé président de la FNSL. Du coup, il s'est un peu, bah, ce qui est logique, hein, il peut pas rester à la SWAT et aussi être président de la FNSL. Donc, j'ai gardé ce lead, on va dire, à la SWAT et lui est parti donner un autre élan à notre sport Mm. pour qu'il grandisse encore. Et il a toutes les idées et il a vraiment sa place où il est aujourd'hui. Ah, clairement, hein. Mm. J'ai vu pareil son évolution arriver, voilà, comme je te disais, un peu de nulle part comme ça, et puis de le voir monter. Donc, Max, si tu vois ce podcast, grosse force à toi en tout cas. Ok. Maintenant, on va parler un peu plus en détail justement de la SWAT. Et encore une fois, hein, moi, ce qui m'intéresse, c'est beaucoup ton rôle là-dedans. Mm. Quand on entraîne, alors c'est le coach hein, qui te parle et le chef d'équipe, parce que du coup, moi aussi, je suis coach plus ou moins en même temps que Soldat du Quai Ouais. a été créé. Euh, Comment ça se passe quand on doit entraîner des mecs très forts? Des mecs qui vont faire
des records mondiaux, des mecs qui vont te dépasser. Mm. Comment ça se gère et comment toi tu le vis, toi? Alors, ça se gère bien et ça se vit bien à partir du moment où on n'a pas, nous, un ego surdimensionné. C'est-à-dire que moi, c'est vrai que je viens des sports de performance. Je suis cycliste de base, donc j'ai été à un très gros niveau. Donc j'aime me dépasser. Donc à partir de là, quand j'encadre les jeunes, c'est vraiment pour qu'ils soient très forts. Moi, ce que j'aimais dans les jeux vidéo à l'époque, même quand on jouait, c'était de faire évoluer des équipes à FIFA ou des choses comme ça. Donc c'est vrai que ça m'amusait de voir jusqu'à où le corps humain pouvait être poussé. Donc quand je suis passé coach, je me suis dit, mais c'est trop beau, il y a trop de curseurs On va à... faire Tu l'expérience. vois ce que je veux dire? Et ben, en fait, Mm. c'est ça. J'ai fait beaucoup d'expériences parce qu'il n'y avait rien dans le street. Donc j'ai testé beaucoup de choses sur eux. On va pas se mentir, j'ai testé des trucs que j'ai mis à la poubelle tout de suite. J'ai dit, bon, ça, laisse tomber, c'est inutile, c'est trop dur. Voilà. Donc, on a testé pas mal de méthodes d'entraînement qui étaient liées à la musculation de base pour le street workout, puis le street lifting, parce qu'en vérité, c'était la suite logique de se lester quand on avait fait un tour sur le street workout. Quand tu arrives à 40 tractions, on fait quoi? Mm. Donc, voilà, le jeu, c'était ça, c'était de monter les curseurs très haut, et voilà, et pas se fier à soi, en fait. C'est-à-dire que quand je mettais les programmes en place, je mettais un niveau novice, un Mhm. niveau intermédiaire et un niveau avancé. Et dans tous mes entraînements, donc il y avait toujours ces trois Niveau, ouais. fondements. C'était vraiment les niveaux différents. On affichait des fiches dans la salle de gym parce qu'on avait une salle de gym, nous. Mm. On était en extérieur au tout départ, mais après on a eu une salle de gym qui n'était pas très adaptée pour le street, mais on a fait C'est avec. toujours ça. Voilà, Toujours ça, exactement. bien En sûr. tout cas, on était au chaud Mm. et on pouvait s'entraîner toute l'année. Donc on a commencé à faire ça, et en fait, tu voyais qu'il y avait différents... C'est-à-dire qu'il y avait des profils tirage, des profils poussés, et donc il y avait des gens qui faisaient le niveau avancé en poussé, et le niveau intermédiaire en tirage, et vice-versa. Donc j'ai toujours essayé de pousser tout le monde au plus haut, c'est-à-dire que je créais des groupes, et tout le monde était bienvenu en compétition. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu avais testé la compète, généralement, Tu veux revenir. voilà. Eh oui. Et Une en fois que fait, tu as goûté, c'était ça. Généralement, c'était ça. C'était de pousser les gens à faire de la compétition. Et une fois qu'ils avaient fait de la compète, c'était vraiment de se dire waouh, l'effet derrière, ah, j'ai réussi à faire quelque chose que j'ai jamais fait à l'entraînement. Euh, le corps est un peu plus reposé, on arrive à envoyer un peu plus lourd. Et voilà, comment on a essayé d'encadrer tout ça, c'était vraiment de pousser vraiment les curseurs à chaque fois, niveau athlétique. C'était pas de se dire on veut faire des beaux bébés, parce que l'intérêt du sport du street, c'était pas ça au départ, c'était vraiment la performance. Et la performance, on sait très bien que ça amène le physique, Mm. et non pas le contraire. Donc un beau physique, c'est bien, mais c'est pas en créant un physique qu'on va créer forcément de la performance. Par Non. contre, en créant de la performance, on crée des Le vrais physique, il va physiques. suivre. Ouais. Exactement. Exactement. Donc c'est ce que je poussais moi à dire aux jeunes, c'était, hé les gars, vous n'avez pas de pec, vous n'avez pas de bras, mais c'est normal, tu as 15 ans. Continue à faire ce que je te dis, et tu verras à 18 comment tu seras. Et on a vu le cas de tous, tu vois. Moi, même, je vais prendre un exemple qui est le plus euh, logique, c'est PRZ, donc Johan Capdeville, quand il est à la SWAT, c'est un fil de fer. Il Ouais. arrive, il est comme ça. Je me rappelle les photos. C'était choquant. Tu vois ce que je veux dire? Et le mec, il est avec des Hein. lunettes, Ouais. il est tout maigre. Aujourd'hui, tu le vois, il a un corps. Tu te dis, mais si tu le connais pas, tu te dis, mais lui, il a pris des trucs. Mm. Tu Ah, vois? c'est un monstre. Mais c'est des mecs qui sont acharnés. Ils ont bossé de A à Z pour avoir ce corps aujourd'hui. Le mec, il est passé sous la barre pendant 10 ans. Mm. Mais justement, tu vois, c'est une des questions que je voulais te poser, c'est comment ça se passe la vision? C'est-à-dire que nous, on a l'impression, en tout cas moi je te donne mon impression à Mm. moi, l'impression que chez SWAT Team, il y a eu très peu de loupés, de manqués. C'est-à-dire que Ouais. dans ceux en tout cas qui ont été mis en avant, il y en a beaucoup qui ont vraiment explosé. Mm. Comment se passe un peu la sélection de ton côté, puisque c'est toi le coach? Comment tu arrives à avoir la vision de quelqu'un qui va évoluer? Comment tu le sais ça en avance? Est-ce qu'il y a, si tu le vois hein, d'ailleurs, Alors, je l'ai vu chez Baki, ouais, parce que bah, c'est un des premiers athlètes, on va dire, qui est venu dans la team. C'est que je vais le chercher. Clairement, c'est un petit de 14 ans que je vois passer, qui est avec deux potes à lui, qui fait de la muscu avec des haltères qui viennent en extérieur. Et je le vois passer, et je lui dis, mais t'es qui toi? T'as un corps de fou. T'as quel âge? Il me dit, j'ai 14 ans.
mais il a un corps, il peut tout faire. Mm. Et il s'entendait pas trop à l'époque avec Bilal, monsieur Workout de l'époque. Mm. Il s'entendait pas trop et je lui dis, il veut pas venir dans la team. Parce que justement, il y a Bilal. Et je lui dis clairement, moi, j'ai envie de faire quelque chose avec toi, c'est que je veux que tu testes, s'il te plaît, le street. Et il me dit, ouais, non, mais moi, les sports de combat, ça m'intéresse plus, tout ça. Et je lui dis, écoute, les sports de combat, tu pourrais y arriver si tu veux. Tu pourrais y arriver dans l'athlétisme, tu pourrais y arriver dans... Ça se voit que tu es physiquement fait pour faire du sport. Donc, laisse-moi tenter ma chance avec toi dans le street. Il m'a fait confiance. Et bah, c'est devenu le bébé que c'est aujourd'hui. C'est qu'à 18 ans, bah, il avait les meilleures perfs mondiales, on va dire. Physiquement, il a explosé. Et en fait, chez lui, je l'ai vu clairement dès le début. Je vais pas dire chez tout le monde, je l'ai vu, mais j'ai vu, il y avait quand même des gros potentiels dans le 93. En général, en tout cas, c'est là où j'ai grandi. Et il y a énormément de potentiel. Et tu le vois dans le foot aujourd'hui, tu le vois dans plein de sports. Et c'est un vivier, le 93. Mais Quoi d'après qu'il toi, arrive. ce serait dû à quoi? Alors, je sais pas si c'est la dalle du 93 qui donne ça, tu vois. Ah, mais ça peut être intéressant, parce que moi, en tant que coach, de plus en plus, maintenant, là, je fais ma 10e année que je suis diplômé, de plus en plus, je commence à me rendre compte de l'impact du mental Oui, mais c'est. sur absolument tout, hein. Absolument tout, sur l'endurance, sur la force, sur même comment on dit ça, sur le fait d'être régulier dans les entraînements, etc. Donc, ça peut Non. m'intéresser justement. En fait, le mental prime. Quoi qu'il arrive, le mental prime surtout. Et de toute façon, je sors de l'armée, donc clairement, le mental prime surtout. C'est-à-dire que si tu crois pas en toi, déjà, tu peux abandonner tout ce que tu fais, que ce soit dans la vie active comme dans le sport, hein. C'est vraiment soit tu y crois, soit tu crois pas. Mm. À partir du moment où tu y crois, déjà, tu gagnes en pourcentage. Clairement, tu gagnes en réussite si tu crois en toi. Voilà. Donc le sport fait partie de ça aussi. Si tu fais du sport, forcément, la confiance en soi, elle monte. Donc bien sûr. déjà, c'est un plus. Donc clairement, dans tout ce qu'on a fait dans la SWAT, c'est-à-dire que tu prends de PRZ qui arrive maigrichon, son petit frère qui a 12 ans et que je stoppe un peu parce que lui a plus envie que son grand frère de progresser, tu vois. Et qui a un très gros niveau maintenant Aujourd'hui, aussi. bah, il est devenu champion du monde de streetlifting, c'est pas pour rien. Mm. C'est clairement, c'est des mecs qui ont commencé, mais c'est ça aussi, il faut dire, c'est que c'est des mecs qui ont 10 ans d'ancienneté derrière eux. Que ça soit Baki, PRZ, tu prends même Hamza, et il y en a plein d'autres qui sont passés par la SWAT et qui n'ont pas forcément continué. Mm. Mais il y a des vrais levels et clairement, le mental, il va jouer là-dessus. À partir du moment où tu crois en toi, tu t'entraînes, parce que, on va pas se mentir, le mental, ça ne fait pas tout non plus. Il va falloir être régulier, discipliné, et après, ça vient, en fait. Mais je pense que euh, tout l'entourage va jouer. C'est-à-dire qu'à partir du moment où comme tu as le mental et on t'a fait vivre pas mal de souffrances dans ta vie de tous les jours, on n'a pas cru en toi à l'école ou des choses comme ça, peut-être que ça joue aussi le Mm. dépassement, tu vois. Ah, ça Donc, m'intéresse ça, parce que du coup, justement, je me dis que peut-être toi, tu as eu cet impact-là aussi pour eux, Mm. c'est d'apporter ce côté, parce que de ce que tu me dis, hein, il y a eu beaucoup de, tu leur as apporté cette confiance-là, ils ont réussi à te faire confiance, donc Mm. c'est vraiment, je pense, ce rôle que tu as eu, en plus d'amener vraiment tout ce qui est concret en termes d'entraînement et Ouais. de planification, j'ai l'impression que tu as eu quand même un rôle quand même Ah non, mais moi, ouais. bah, un peu lieu de confiance où on peut venir se dépasser, où on peut avoir peut-être une projection sur quelque chose dans un sport ou quelque chose. Et j'ai l'impression que vraiment ça a eu un impact parce que, comme je te dis, pour moi, hein, de ma vision, après peut-être que j'ai pas Ouais. la vision de l'ensemble des choses, mais j'ai l'impression qu'il y a eu quand même euh, peu de déchets chez SWAT. Ouais, non, mais et même ceux où je suis déçu de les avoir vus arrêter, comme on va préciser Yazid, Mhm. parce que Yazid, c'était pour C'était, moi, il était chaud, hein. ouais, c'était un des athlètes qui était aussi fort que Baki, et même Baki pourrait le dire aujourd'hui. Pour moi, c'est un gâchis, parce que justement, il était fait pour le sport. Après, il a mis sa vie professionnelle en avant plutôt que le sport. Mm. Après, c'est des choix de vie, C'est hein, des choix, bien sûr. comme beaucoup de monde l'a fait. Aujourd'hui, il est papa, il a 2 grands-enfants. Tu vois, il a fait sa vie. Mais aujourd'hui, quand je le vois et qu'il m'envoie des vidéos encore, parce que j'ai du contact encore avec tous mes athlètes qui sont passés à la SWAT, Mm. quand je vois qu'il est devenu papa, qu'il est aussi fort qu'aujourd'hui, qu'hier, alors que le mec, maintenant, il a un gros bide, il fait toujours des dips à 80 kilos, il fait toujours des squats à 160 kilos, alors qu'il s'entraîne plus comme avant, tu vois. Naturellement, il était fort, tu vois. Après,
il y a aussi son passif sportif qui a joué, tu vois. Mais voilà, pour moi, c'est des gâchis, on va dire, parce qu'ils n'ont pas été au bout du truc, tu vois. Mais mentalement, il avait la dalle. Mm. Il était plus que là. Donc oui, j'ai peut-être joué ce rôle de papa confiance, tu vois. Voilà, je leur ai donné un but peut-être à certains. Aussi une case pour se défouler. On venait le soir à la SWAT pour passer du temps entre amis, mais aussi se dépasser, tu vois. C'était vraiment... Les cours étaient... on est passé de 3 entraînements au tout départ à 5 entraînements par semaine. Mm. Tous les soirs, on se voyait. Ah ouais, c'est bien d'avoir pu mettre ça Tu vois en ce que je veux dire? place, hein. C'est-à-dire que vraiment, de 20h à 22h, on était ensemble. Mm. Donc on a créé des vrais liens en vérité. Et je te dis, aujourd'hui, j'ai toujours des liens avec tous les athlètes qui sont passés à la SWAT, que ça soit bien ou mal passé. Quand on a fait nos 10 ans il n'y a pas si longtemps, euh, il y avait beaucoup, beaucoup de monde. Et j'ai revu des enfants que j'avais vus à 12 ans. Aujourd'hui, ils sont papas, tu vois. Mm. Tu sais, ça m'a fait bizarre. J'ai pris un coup de vieux d'ailleurs à ce moment-là, tu vois. On le prend Mais, tous, on le prend tous, mais ouais, t'inquiète. non, non, je pense que j'aime pas me jeter un peu toutes ces fleurs sur moi, tu vois, parce que je suis très humble, tu vois. Mais oui, j'ai Non, participé mais bon, à beaucoup de réussites, je pense, tu vois. après, moi, je pense pas que c'est un manque d'humilité parce que ça remet aussi la question de quel est le rôle du coach. Mm. Quel est le rôle du leader? Parce que tu vois, ça fait partie aussi des questions. Voilà, quel est le rôle du leader aujourd'hui? Et je pense que euh, ça fait partie du rôle du leader. Ouais, Pour prendre mon exemple à proprement parler, j'ai fait 10 ans à la tête de Soldats du Quai. C'est aussi des choses que j'ai dû faire, tu ah vois. ouais, Des personnes, enfin, des jeunes qui avaient des problèmes. Voilà, et c'est souvent ça, hein, j'ai l'impression aussi, c'est toujours ça. c'est que euh, on a le jeune qui a un problème et finalement, via le sport, on arrive à amener des solutions, alors peut-être pas directement au problème, mais on arrive à amener des solutions qui permettent peut-être de donner des axes de réponse aux problèmes. Ouais. Et c'est pour ça que moi je trouve que c'est pas un manque d'humilité du tout, dans le sens où finalement c'est le rôle. C'est le rôle Ouais, que ouais. tu as au niveau Non, mais de comme. ton, de Ouais, ton du lead. statut dans le groupe, Ouais, quoi. ouais, c'est ça. C'est ça. Après, voilà, j'ai toujours été dans l'ombre. Tu parlais de leader, j'ai Mm. toujours été un peu dans l'ombre. Même sur les réseaux, je suis pas le mec qui me met en avant. J'ai toujours mis en avant mes athlètes avant moi. Mm. C'est-à-dire que même sur une photo où on est en groupe, tu me vois Un peu en retrait. voilà, tu me vois très rarement devant, en train de poser devant tout le monde. Je suis souvent en retrait et je laisse mes athlètes devant parce que pour moi, voilà, peut-être c'est moi qui les ai ramenés ici. Après, c'est eux qui m'ont ramené là aussi parce que sans eux, je suis pas là. Tu vois, donc c'était vraiment, voilà, chacun était à sa place. Euh, et puis, j'ai toujours été comblé de ce rôle-là en vérité. Donc, Mm. j'ai jamais voulu avoir plus. Malgré que des fois, aujourd'hui, avec les réseaux qui ont vraiment explosé, je me dis j'aurais peut-être eu plus de paroles et peut-être plus d'écoute Mm. si j'avais pris plus le temps de me mettre devant. Mais voilà, c'est pas un regret. Mais je me dis que des fois, j'aurais pu fermer la bouche à certains parce que je vois des choses passer sur les réseaux, des fois, qui mériteraient que j'en dise plus, tu vois. Mais bon, Mm. après, voilà, C'est le jeu aussi. c'est le jeu. C'est C'est le le jeu. jeu aussi. C'est le Voilà, jeu. euh, lorsque tu es à la tête d'une équipe, tu as déjà l'image de C'est l'équipe. ça. Voilà. C'est-à-dire que ben, tu n'as pas le même rôle que les autres. C'est-à-dire que toi, tu dois te tenir à carreau. Mm. Ah, Nombre de fois où tu as envie de dire des choses, bah, des fois, tu dois les dire, mais tu dois changer la forme. Mm. Voilà. C'est aussi ça, tu vois. C'est C'est ça. c'est un vrai Ah, rôle. c'est un rôle. C'est un rôle. Et, euh, et tu vois, ça résume ce que je te disais, le champ d'action du chef d'équipe. Où est-ce qu'il se situe? Bah, bon, tu as bien répondu là-dessus. Mm. Et c'est intéressant de le rappeler aussi un petit peu, je pense, pour tous ceux euh, qui sont athlètes et qui ne voient pas forcément l'envers du décor. Euh, Il y a un gros travail. Et je pense Ouais. que tous ceux qui encensent beaucoup les athlètes de la SWAT, c'est très bien. Moi, le premier, hein, je les encense. Mais pensez à ce qu'il y a derrière. Mm. Pensez vraiment aux gens qui taffent derrière. Et demandez-vous souvent pourquoi les athlètes les plus forts eh ben, ils prennent la décision, eux, de ne pas gérer une équipe. Ah ouais, non, c'est. Pourquoi ils ne le font pas? Réfléchissez juste à ça. Moi, ça me fait penser, j'ai eu des échanges avec des gars sur les réseaux. Ah, blablabla. Ils me disaient, c'est quoi tes perfs? Je lui dis, mais déjà, de un, les perfs que moi je fais, elles sont propres à moi. C'est-à-dire que, C'est ça. mais le taf que je fais,
à côté, c'est encore autre chose. Et c'est pas pour dire qu'il est mieux qu'un autre, mais Ouais, c'est ouais, un vrai boulot. c'est un vrai boulot. Et l'un ne va pas sans l'autre. Et c'est pour ça que, par exemple, Maxime, je sais qu'il a fait un taf énorme Ouais. pour avoir discuté avec lui et d'autres. Voilà. Le taf qui est fait derrière, et si vous voulez vraiment faire avancer le street, il faut vraiment que vous y songiez, c'est que euh, il y a du travail derrière. Les réseaux, c'est très bien, mais il y a un vrai travail derrière. Et il faut féliciter les acteurs du travail qui est derrière. C'est pour ça que moi, je tenais vraiment à t'avoir aussi en podcast, parce que tu es une des personnes qu'il faut féliciter sur ça. Merci. C'est un vrai taf. Et tant qu'on l'a pas fait, on a peut-être une vision un peu tronquée de ce que c'est et de ce que ça Et engage puis, dans la vie perso et dans la vie pro. eh oui. Et après, voilà, comme tu dis, il y a un réel engagement. Mais là, on a parlé des entraînements. Mais quand on bouge, quand on fait des sorties, quand on va en compétition, il y a de l'argent. Où on va trouver l'argent? Tout ça, c'est voilà, c'est des choses que les gens ignorent un peu. C'est le véhicule pour les emmener, à quelle heure on part, à quelle heure tu ramènes les enfants, à quelle heure tu vas les chercher. Donc voilà, c'est un camp de vacances qui bouge. Et comme vous savez, quand tu prépares des vacances, c'est compliqué. C'est en amont que ça se prépare. Donc voilà, en plus de, comme tu as dit, notre charge familiale. Donc voilà, quand tu as des enfants, tu es marié, tu as une femme, il y a des choses voilà, à gérer, donc clairement, c'est très compliqué. C'est très Mm. compliqué. Mais voilà, quand. De toute façon, pour moi, ça a toujours été mon second travail. C'est-à-dire que même des fois, j'ai fait passer la SWAT avant ma famille. Mm. Il y avait des vacances où je me disais, je ne vais pas partir en vacances parce que j'ai ça avec la SWAT. Donc je l'ai fait. C'était des choix de ma part, tu vois, mais aujourd'hui, je sais pourquoi je l'ai fait. Mais oui, ça a mis des complications, tu vois, dans la vie familiale quand tu veux commencer à jouer sur les mêmes tableaux, de mettre tout au même niveau, c'est compliqué. C'est Mm. compliqué. Ouais, il faut une certaine gymnastique un peu de Ouais, savoir jongler entre ouais. les différentes Et des fois, le casquettes, quoi. grand écart, il fait mal. Ah, il fait mal le grand écart. Mais encore une fois, tu l'as plutôt bien fait, je Ouais, trouve. merci. Voilà. Alors, on avance un petit peu. On a parlé de la partie de la SWAT, voilà, tout ce que nous on connaît, ce qui est un peu extérieur. Maintenant, on va rentrer dans ce qu'on connaît un petit peu moins. Alors, moi, c'est quelque chose que j'ai appris via les réseaux, hein. C'est là aussi des fois où l'utilité des réseaux, c'est que j'ai appris que tu avais aussi une maladie. Mm. Et moi, c'est là où ça m'intéresse parce que moi je m'inspire beaucoup du vécu des gens. C'est-à-dire que des fois, on peut rencontrer des choses un peu difficiles, tout ça. Et puis, on a parfois le sentiment d'injustice. Ah, pourquoi moi machin. Mm. Et puis, on se rend compte que finalement, on est beaucoup à vivre des situations comme ça. Donc, Énormément. des fois, au lieu de se renfermer, moi, je pense que c'est un message vraiment qu'il faut faire passer. N'hésitez pas à en parler. Alors, peut-être pas à vous plaindre parce que c'est pas l'énergie qu'on Ouais. veut avoir là-dessus, mais en parler, vous savez pas comment vous pouvez aider quelqu'un finalement. Et moi, je sais que beaucoup de récits de personnes, ils s'en doutent peut-être pas, mais ça m'a inspiré moi Ouais. dans ma vie personnelle. Donc, je pense que ça peut le faire aussi pour d'autres Non, mais personnes. ça s'aide soi-même, mais ça peut aider les autres, ça c'est Ah, sûr. carrément. Moi, Mais je suis persuadé de mais ça. de parler sans se plaindre, parce que le but, c'est pas de venir pleurer, de pleurnicher. Mm. Voilà, c'est vrai que c'est une spondylarthrite ankylosante, du coup. Et donc, Spondylarthrite ouais, ankylosante. Ok. c'est une maladie auto-immune. Ouais. Tu peux nous décrire un petit peu. Alors en fait, c'est des inflammations articulaires qui, chez moi, après c'est différent, il y a différents types de spondylarthrite. Donc moi, c'est vraiment au niveau scapulaire et niveau, niveau du bassin. Donc sacro-iliaque, pour bien préciser, c'est vraiment ici Ouais. que ça va se jouer. Zone assez déjà tendue Bah de en fait, c'est base. ça. C'est que donc moi, ça s'est déclaré, j'avais 18 ans et quelques, 19 ans. Donc j'étais cycliste à l'époque. Et donc moi, j'étais aspiré à. Pour moi, dans ma vie, c'était cycliste professionnel ou rien du tout. Donc j'avais tout mis de côté dans ma vie, à part le sport, il y avait que ça. C'était, même mes parents avaient signé pour moi pour. Voilà, je séchais les cours pour aller faire 7 heures de vélo par jour. Ah ouais. Ouais, mes parents pesaient des mots pour sécher l'école pour que je puisse aller faire mon vélo tous les jours, tu vois. J'ai raté des diplômes, j'ai raté voilà, plein de choses parce que pour moi, c'était cycliste ou rien. Donc j'ai été à niveau national quand même assez haut à 19 ans. Et un jour, cette maladie arrive. Donc au départ, des grosses inflammations au niveau de la jambe qui m'empêchent de forcer dessus. Donc je comprends pas ce qui m'arrive. Euh, je, comme tu disais tout à l'heure, pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai? Mm.
Est-ce que c'est dans ma tête? Est-ce que c'est vraiment mon corps qui me lance des signaux? Je vais me reposer, je vais voir ce que ça donne. Donc j'ai été voir pas mal de spécialistes. Euh, c'est dans ma tête. J'ai tout entendu. Tu manges trop de laitage, c'est dans ta tête. J'ai vu une dizaine de spécialistes et personne n'a su donner un nom à ce que j'avais. Mm. Donc j'ai continué à avoir mal pendant 2 ans. J'ai arrêté le cyclisme du coup Ah, parce t'as que dû totalement arrêter? bah, ça me faisait trop mal en fait. Donc même moi je comprenais pas ce qui m'arrivait. À l'époque j'étais en sport-études, on va dire semi-sport-études parce que c'était un BEP qui était façonné pour les sportifs. Mhm. Donc j'avais cours que le matin et l'après-midi je pouvais faire mon sport. Donc du coup bah, les après-midi où je pouvais plus faire de sport, je me suis mis à travailler. Donc pour quand même gagner ma Ouais, vie, bah oui, faire quelque chose j'imagine. de ma vie. Donc voilà, j'ai arrêté le sport à 19 ans, jusqu'à mes 21 ans à peu près. J'ai toujours essayé de faire quelque chose dans le sport. Donc je me suis inscrit au taekwondo, j'ai fait autre chose pour essayer de pallier cette douleur, mais rien n'y faisait, j'avais toujours mal. Et un jour, je pars en vacances avec des potes. Et on va pas se mentir, après le sport, où j'ai tout mis dans le sport, j'ai craqué un peu. C'était les sorties, boîtes de nuit. J'avais 19 ans, donc Normal, les t'es dans sorties. l'âge aussi, bien sûr. Exactement. Donc les boîtes de nuit, les trucs comme ça. Et beaucoup d'alcool pour justement éviter d'avoir mal au dos, quoi. Je rentre de vacances et j'arrive plus à me lever de mon lit. Un matin, genre, pour moi, je suis handicapé. Je sens plus mes jambes font 40 kilos en fait. J'ai l'impression d'avoir 2 poteaux dans mes jambes. Et j'appelle le médecin, je suis dans mon lit, j'appelle le médecin et il vient sur place. À l'époque, il faisait encore du domicile, tu vois. Il vient sur place et il me dit qu'est-ce qu'il y a, je lui explique. Donc il me dit bah on va faire des examens, on va voir ce que t'as. Et moi, ça fait 2 ans que je me plains à lui quand même, et sans savoir ce que j'ai quoi. Donc là, on fait des examens, il me fait faire une prise de sang, truc anodin, prise de sang, et c'est là qu'il voit que j'ai le gène de cette maladie. Donc ça s'appelle le HLA-B27. Et donc, c'est un gène qui est défaillant et qui fait que tu as cette maladie auto-immune, tu vois. Donc, près toute ma famille a été testée pour voir qui avait la Mm. maladie. Et généralement, dans ma famille, c'était les femmes. Donc, c'était ma mère qui l'avait, mais qui s'était jamais déclarée. Donc, ma mère l'a eu à 40 et quelques, peut-être 2 3 ans après moi, elle s'est déclarée chez elle. D'accord. Et ma grand-mère l'avait apparemment, tu vois. Et du coup, ma grand-mère, tu sais, c'était des douleurs de dos. Elle s'est jamais plaint plus que ça en vérité, tu vois. Mais comme quoi, tu vois, la vie est différente selon Ouais. les niveaux de vie. À l'ancienne, les anciens, ils se plaignaient jamais. Mm. Ils se levaient le matin, ils disaient ils avaient mal au dos, mais Allez, tu bois un café et puis c'est ça ça, ils passe, faisaient quoi. tout, tu vois. Moi, c'était un calvaire. Genre, je sais pas si c'est l'effet de l'âge, que j'avais 18 19 ans et que c'était vraiment trop intense pour moi, tu vois. Mais ouais, j'arrivais pas à marcher, j'arrivais pas, je pouvais plus rien faire. Et ça m'a mis un coup derrière la tête quand même. Et je me suis dit, bon, c'est hors de question que je subisse. Donc, il me donne. Déjà, je vais mieux parce que je sais ce que j'ai. Mm. Donc, à partir du moment où ils mettent un nom sur ma douleur, bizarrement, dans la tête, il m'explique un peu Ouais, ce que t'as un petit c'est. soulagement au Je suis pas moins. fou. Je Voilà. suis pas fou, j'ai mal. Non, mais après 2 ans, quand même, c'est quand même énorme qu'au Ouais, bout de 2 ans, tu vois, t'es resté un peu dans l'interrogation. ben Je pense que ça a dû, même si bon, tu sais que c'est une maladie, mais bon, ça a dû te soulager de te dire, En fait, oui, ça. on va vers quelque chose, En quoi. fait, c'est ça. Parce que, en fait, quand on m'a expliqué, on m'a dit. Parce que moi, je me voyais handicapé à vie. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, quoi? Moi, dans ma vie, il n'y avait que le sport. C'est-à-dire que si tu me relèves le sport, Mm. je suis personne, en fait. Mm. Et je me suis dit clairement, à partir de là, il faut que. En fait, ça va pas aller plus loin que ça. Clairement, on m'a dit, t'as ça, il y aura des traitements, on ne sait pas ce que ça va donner, mais c'est une maladie qui va pas te faire mourir. Donc à partir de là, je me suis dit quoi, mais si je meurs pas de ça, c'est bon, quoi. Mm. C'est rien qui va m'arrêter, en fait. Et à partir de là, j'ai dit, bon, on se remet au sport à fond. Et je me suis dit, bon, allez, on va signer pour l'armée. Donc je me suis entraîné dur et je me suis dit quoi, personne ne va m'arrêter, je vais partir à l'armée. Donc avec une maladie auto-immune, imagine-toi qu'on ne peut pas partir à l'armée normalement. Mm. Et j'ai menti. Donc j'ai Mm. jamais dit que j'avais une maladie, je me suis entraîné dur, j'ai fait des tractions, j'ai couru tous les jours. Et le vélo, j'arrivais plus à en faire, ça me faisait toujours mal. Donc j'ai mis ce kiff de côté, on va dire. Et je suis parti à l'armée, du coup ils m'ont pris avec ma maladie. Donc j'ai un peu menti sur le papier, Mm. mais en soi c'était pour moi. C'était pour me dire, je peux faire plein de choses, même avec cette maladie. Mm. Et je pense que tout s'est débloqué à ce moment-là, c'est que comme je suis parti à l'armée, que j'ai fait des trucs de dingue mentalement, parce que j'avais mal tous les jours. On a fait des marches de 60 km,
Voilà, c'est des trucs T'as vraiment pris ça sur toi, quoi. et je boitais. Et en fait, j'avais parlé à beaucoup de caporaux, de sergents, en leur disant que j'avais cette maladie. Ils m'avaient même accepté que je ramène ma piqûre chez eux, que je devais prendre toutes les semaines pour éviter d'avoir des grosses inflammations. En fait, c'est une piqûre, c'est des anti-TNF et qui m'enlève mon immunité. Ok, En fait, oui. j'ai plus d'anticorps. Par contre, ça reste dangereux si j'ai une infection ou des choses comme ça. Mm. Donc, je prenais cette piqûre-là. Bah, il ne faut pas que je croise des gens malades parce que sinon je tombe malade direct, tu vois. Mhm. Mais j'ai plus mal. C'est-à-dire que mon corps, quand je prends ma piqûre, c'est une machine de guerre, tu vois. Rien m'arrête. Une fois que j'ai plus mal, je suis une machine, T'es quoi. parti, quoi. Ouais. Mm. Et franchement, c'est ça qui m'a un peu débloqué. Et puis, j'ai fait des trucs de fou à l'armée. Donc, le mental, il est vraiment passé au-dessus de tout. Et c'est là que tout à l'heure, on en revient à ce que tu disais tout à l'heure. Le mental passe, c'est Ouais, vraiment, c'est impressionnant, c'est des barrières de hein. fou. Et après, quand tu grandis, tu vieillis, tu vois un peu des documentaires sur tout ce qui est maladie, des gens qui arrivent à sortir de certaines maladies avec le mental parce qu'ils y croient, parce que voilà, on sait que le cerveau est vraiment très très fort là-dessus. Donc je me suis toujours dit, je m'arrête pas à ce que j'ai, je force, mon corps me dira quand il faut que je m'arrête. Et là, il faudrait que je l'écoute par contre. Tu vois, le jour où tu as vraiment mal, Nico, repose-toi. Va pas aller empirer le truc, tu vois. Donc voilà, j'ai aujourd'hui cette connaissance de mon corps où je sais où je peux aller. Et quand le mental prend le dessus, je me dis toujours, mais attends, Nico, quand même, ralentis un peu parce que le mental, c'est une chose, mais le corps, il vieillit aussi. Ah bah oui, bien Donc sûr, il faut en tenir compte, bien voilà, sûr. il faut l'écouter aussi, tu Mais vois. tu vois, justement, quelle est la chose, si tu devais lister et cibler un petit peu, qu'est-ce qui t'a permis de pas abandonner? Est-ce que tu arrives à identifier ou parce que là tu me dépeins Ouais. le tableau un peu global, Mm. mais qu'est-ce qui vraiment a été déterminant un peu sur le fait que tu t'es dit bah en fait go parce que signer à l'armée ça peut être une idée, on se dit ouais bah, je peux faire ça, je peux mais toi tu l'as fait. Mm. Donc qu'est-ce qui aujourd'hui t'a poussé à dire vas-y ben je fais ça. En fait, je pense que c'est une croyance. C'est vraiment en ce que tu crois. Tu moi, je suis croyant. Donc clairement, je pense que je me suis dit que c'était mon épreuve. Donc ça, c'est mon épreuve. Donc aujourd'hui, tu as vu, si on t'a donné ça, c'est pas pour rien. C'est pour peut-être partager quelque chose, donner quelque chose aux autres, faire, voilà, aider les gens sur cette maladie. J'ai eu beaucoup de gens qui sont revenus vers moi pour ça, justement, sur les réseaux. Ah, t'as cette maladie, ma mère aussi. Voilà, j'ai eu beaucoup d'appels de gens lambda qui avaient cette maladie et qui voulaient s'en sortir. Et comment t'as fait, toi? Et je leur ai dit, moi, il n'y a que le sport. Donc, tous ces gens-là, voilà, moi, je leur dis clairement, il y a une grande part de mental et encore une fois, c'est que ça. C'est que le mental et après, c'est ta croyance. Si tu crois que le ciel te tombe sur la tête, Ouais, c'est bah, fini. reste allongé et subis, tu vois. Mm. Mais au bout d'un moment, voilà, moi, j'avais des enfants. Je peux pas leur dire, bon, papa, il peut plus bouger, laissez-moi tranquille, quoi. Non, bah, ça m'arrive. Le but, c'est de sortir de ça et de prouver au monde et à soi-même avant tout, tu vois, que rien ne va m'arrêter, en fait. C'est la seule chose, c'est je suis pas mort. Mm. Tu vois, si je suis pas mort, Il y a d'autres perspectives quoi. tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Je mets toujours une jambe devant l'autre Mm. et je continue. Et puis, le jour où ça s'arrête, tu vois. Mais en fait, il y a que ça. Pour moi, c'est les croyances, donc le mental, qui prend le dessus à chaque fois. Et peu importe ta maladie en vérité ou ce qui t'arrive dans la vie. Parce que moi, à partir de ce moment-là, je me suis toujours dit que ce soit des problèmes financiers, des problèmes. euh, en France, on a des problèmes administratifs tout le temps. Et chaque fois, je me suis pas dit, oh, tu vois, je me dis, bah, c'est pas grave, si ça m'arrive ça, c'est pas pour rien. C'est qu'il y a autre chose derrière, tu vois. Et en fait, je pense que c'est mes croyances aussi qui font que à chaque fois, je retombe sur mes pattes en me disant, c'est pas parce que ça passe pas là que ça passera par ici, tu vois. Mm. Donc voilà, je me remets toujours en question en me disant, si c'est pas ça, c'est pas grave. Mm. J'ai l'impression que c'est un point commun des sportifs, hein, c'est cette recherche de l'autre solution. C'est un truc que. Alors, c'est vrai que quand tu es coach, et notamment quand tu travailles dans des grandes enseignes, des choses comme ça, tu es confronté au public de sportifs et Mm. au public non Lambda, sportif qui ouais, vient juste pratiquer de temps en temps. Et ce qui fait vraiment la différence entre les deux, pour moi, c'est vraiment cette mentalité de quand il y a un problème, qu'est-ce que je fais? Et c'est très ça. souvent, le sportif, bah, on va voir comment on peut contourner. Souvent, les autres personnes, en tout cas au début, Ouais, ils viennent se confronter à l'obstacle et ils ça marche attendent, pas. Ouais. ils attendent que l'obstacle il bouge en fait. Et je pense que justement, le lien entre tes croyances et le sport,
il est Oui, très proche, ouais, très très c'est proche. sûr, c'est sûr. C'est cette recherche de la solution et de voir au-delà de l'obstacle. Non, je trouve ça cool, je trouve ça intéressant parce que c'est le genre de réflexion qu'on devrait avoir, comme tu as dit, que ce soit financier ou des fois familial, administratif. On a tous des problèmes, C'est ça. mais pas s'arrêter. Ok. Et maintenant, ce qui va m'intéresser aussi un peu, c'est la relation un peu que tu as avec ton corps. Parce que justement, tu as ton corps qui est aujourd'hui soumis à certaines contraintes. Ouais. Voilà, donc tu as cette maladie, tu as ton mental. Euh, Est-ce que tu t'entraînes avec ton corps ou contre lui? Alors, quand je dis contre lui, Ouais. je mets des pincettes là-dessus, hein. C'est est-ce que tu vas dans le sens de ton corps ou est-ce que tu diriges un petit peu ce que ton corps va faire? Comment ça se passe un peu? Quelle est la relation? Alors là, tu poses la question à un bourrin. Non, après, clairement, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'écoute mon corps de plus en plus parce que je vieillis, Mhm. donc je sais, mais je connais extrêmement bien mon corps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je sais ce que je peux faire et ce que je peux pas faire. J'ai pas des croyances limitées. Je crois que le corps, il est capable de faire plein de choses et il y a que ton cerveau qui peut l'arrêter. Mm. Donc pour moi, c'est vraiment ça et donc je travaille avec lui au maximum. Après, aujourd'hui, comme je te l'ai dit en début, avant le podcast, je t'ai dit clairement, je me suis inscrit à une Spartan Race Ultra. Donc voilà, c'est des choses pour moi qui vont dépasser l'entendement musculaire parce que je vais passer un cap sur que du mental. Mm. Là, quand tu fais 50 km de course à pied avec 60 obstacles, il n'y a plus de, y a plus de corps. Mm. Tu vois, le but, c'est le mental qui va prendre le dessus. Donc, je m'entraîne avec lui au maximum. Mais je sais que demain, à la compétition, je serai confronté à travailler contre lui. Mm. Forcément, parce il va me dire stop. Il va me dire, hey, qu'est-ce que tu fais? Mm. Là, t'en as fait assez, arrête-toi. Donc, je sais que, voilà, comme on dit, les entraînements sont difficiles, hein, mais la guerre, ça sera facile. Donc, forcément, on va, à un moment donné, travailler contre lui, mais c'est unique. C'est-à-dire que c'est pas répété tous les Ouais, c'est week-ends. une fois, il y a. Voilà. Le but, c'est vraiment, et c'est pas comme les mecs qui vont taper 100 bornes de trail tous les week-ends, où là, ça devient contre-productif au Mm. niveau du corps. Forcément, tu vas abîmer ton corps. Mm. Donc, tout ce qui va être excessif, que ce soit dans le sport ou dans d'autres drogues, ça va être compliqué pour ton corps. Donc, C'est sûr. voilà, les excès sont vraiment à prendre avec des pincettes. Et si tu fais un excès, en tout cas, tu sais très bien que tu vas le payer un jour. Donc, il faut limiter toujours tout ça, tu vois. Mm. Et niveau street lifting, est-ce qu'aujourd'hui, tu es encore dans la perf? Alors, Est-ce que tu as des objectifs encore là-dessus ou bien plus tu es dans l'encadrement? on parlait tout à l'heure de Maxime qui a repris la FNSL, qui a mis en place quelque chose que je demandais depuis des années, Mm. une catégorie master. Mhm. Donc, ils ont créé une catégorie master pour cette année, au mois de septembre. Mm. Donc, moi, j'ai pas mal d'échéances cette année. C'est-à-dire que moi, mon planning sportif, il est écrit déjà depuis longtemps jusqu'en 2028. Ok. Donc là, prochaine échéance, c'était la Spartan Race Ultra, mois de juillet 2026. Donc, lui me met cette échéance-là en 2026, septembre, les Masters. Donc, peut-être que repartirai sur de la force de août à septembre, histoire de faire une compète un peu productive, on va dire. Mais je sais que je serai non productif en termes de mes vraies performances parce que Mhm. bah, c'est pas en un mois que tu C'est reviens sur de la compliqué, ouais. force. Voilà. Donc, je vais le faire peut-être. Dans ma tête, en tout cas, j'ai envie de le faire. Après, je verrai comment c'est parce que j'ai repris une licence de cyclisme aussi. Parce que maintenant, ça va beaucoup mieux. Amour de jeunesse. C'est ça. Et là, j'ai repris un club et mes performances sont bien remontées. Je commence à me dire, il y a encore peut-être quelque chose à faire, même à 40 ans, tu vois. Même si c'est en master, mais au moins, voilà, peut-être me rassurer aussi sur ce que j'aurais pu faire étant plus jeune si j'avais pas eu cette maladie, tu vois. Donc là, le niveau monte vraiment bien et ça me fait plaisir. Donc là, les premières courses au mois de mars, je commence tous les dimanches à faire des courses de vélo. Donc voilà. Et après, ça sera peut-être les triathlons 2027, je pense. Je me lance dans le triathlon. Mhm. Donc on va commencer pareil, une petite étape. On va déjà apprendre à nager Comme il faut. parfaitement parce qu'on sait nager, mais on sait se démerder On dans sait un bassin. flotter, voilà. Voilà. Non, on sait nager, on sait nager. Ah, ça On va sait alors. nager, mais le but, c'est de performer. Mm. Voilà, si je m'inscris en compétition, comme j'ai dit à plein de potes qui m'envoient des trucs de tous les. Ouais, Nico, ça serait bien qu'on fasse ça, ça serait bien qu'on fasse. J'ai les gars, moi, je fais pas un truc pour le faire. Je fais un truc pour performer. Je suis Mm. dans la performance. Donc, si je le fais, c'est un minimum préparé. C'est comme là, la Spartan Race, c'est en mode championnat du monde. Le but, c'est de faire un podium. Mm. Dans ma tête, c'est
je me suis inscrit au championnat du monde, je vais faire dans les 3 premiers mondiaux sur la Spartan Race, tu vois? Mm. Donc voilà, on se lance toujours des défis, mais pas pour le faire. Le but, c'est vraiment de se Ouais, faire pour performer. Ouais, kiff, tu gardes un peu cet esprit ouais, bah, en fait, compétitif. j'ai toujours fait du sport pour ça, donc j'ai du mal à faire quelque chose sans avoir la carotte de me dire: «Je peux faire un podium», tu Mm. vois? Sinon, je le fais pas. Si c'est pour faire un 10 kilomètres pour me dire: «Ouais, j'ai fait 10 kilomètres, mais j'ai fait en 1 heure». Non, Mm. si je le fais, c'est vraiment un minimum préparé pour faire un bon chrono, pas être dans les premiers parce que c'est pas mon sport, de base, tu vois? Mais au moins un chrono, Dont tu es satisfait c'est déjà. ça, c'est ça, c'est ça et vraiment qui est dans les standards quand même, tu vois? Mm. Faut pas que ce soit des voilà, si tu me dis à 45 ans, les mecs, ils courent en 35 minutes le 10 kilomètres, faut que je le fasse pas plus de 40 minutes, tu vois? Mm. Pour être satisfait, tu vois? C'est vraiment, ouais, ouais, après c'est mon mental à moi et chacun est différent Mm. là-dessus, tu Non, mais vois? je pense chacun a un peu sa relation justement par À rapport la au sport. performance, ouais, c'est différent. Et ça m'amène la question suivante, justement, alors qui est plus générale, hein, c'est pas forcément une question par rapport à toi. C'est quand on a de la douleur, de la souffrance, des choses comme ça, que ce soit physique ou mentale d'ailleurs, euh, est-ce que la motivation, elle suffit? Est-ce elle est suffisante pour continuer? Alors, il y a plus de motivation. Je te le dis, clairement, certains jours, là, il y a plus de motivation. C'est de la discipline, c'est que ça et c'est par passage, en fait, tu vois? Tu vas être motivé à partir du moment où tu fais une compétition. Si j'ai une compétition et que je fais quelque chose de bien, c'est motivant pour recommencer. Mais en soi, toute l'année, c'est que de la discipline. C'est-à-dire que là, je m'entraîne depuis 4 mois pour faire la Spartan Race, c'est que de la discipline. Mm. Je te le dis clairement, j'ai envie d'abandonner tous les jours. Hier encore, je suis arrivé à Lyon, je me suis dit: «Putain, il faut que j'aille courir 1 heure, je dois faire 20 minutes de tempo, il pleut». J'avais envie de rester dans la chambre d'hôtel, dire quoi: «Ouais, c'est bon, on courra, dans la semaine, c'est Mm. bon, on va le refaire». Non, non, c'est de la discipline, la motivation, elle est vraiment, là, temporairement. Tu vois? C'est vraiment, tu fais une compétition, tu as repris un peu d'élan, un peu de niaque, un peu de peps des gens parce que tout le monde vient Mm. t'encourager. Mais sinon, c'est que de la discipline et c'est le principe même, je pense, du sportif, il est jamais motivé. Tu es motivé, en tout cas, si tu gagnes de l'argent, tu peux être motivé tout le temps. Si Ah, tu me mets un chèque à chaque fin de week-end, je pense que je serais motivé pour ouais. m'entraîner, tu vois. Et en fait, c'est ça, c'est ce rapport-là. Nous, dans le street, on gagne rien. Mm. Et tu le sais très bien que ça fait. Bon, il y avait un peu d'argent quelques fois, tu vois, mais on le fait pas pour l'argent. On le fait pour soi déjà. Des fois, on le fait pour les autres. Ça dépend des gens. Moi, je l'ai toujours fait pour moi, pour me dépasser. Donc, c'est que de la discipline. Mm. C'est Mais est-ce qu'il n'y aurait pas justement dans cette discipline le rôle de la motivation? Parce que on pourrait être discipliné sur plein de choses, ouais, mais on a quand même des choses sur lesquelles on arrive à être plus discipliné. Donc je pense il faut, comme tu disais, hein, avec le vélo, il faut un premier amour pour que oui, la oui. discipline s'installe aussi. Parce que moi, j'ai le discours un peu nuancé. J'ai été un des premiers à venir ouvrir ma grande bouche pour dire ouais, la discipline, la discipline. Mais je me rends compte que quand on a, comme tu dis, soit la motivation, alors heureusement qu'il n'y a pas que de l'argent en motivation, mais Oui, quand on a cette petite motivation en plus, et là c'est bizarre, la discipline elle est plus facile aussi. oui. Après, voilà. Elle est quand même différente, tu En vois. fait, je pense que tu as une motivation forcément derrière tout ça, mais je pense qu'elle peut être différente, différente selon les personnes. C'est-à-dire que aujourd'hui, peut-être que je serais motivé, je vais pas te mentir, je pense que je suis plus motivé à montrer l'exemple pour mes enfants. Mm. Tu vois ce que je veux dire? C'est plus ça. C'est je veux montrer à mes enfants, et j'en parlais encore la semaine dernière avec ma fille, elle fait du hand, et je lui ai dit, tu vois, tu me rattraperas jamais. Et tes frères, ils me rattraperont jamais. Mm. Tu vois? Et je suis motivé à leur montrer que leur daron, il va être fort très longtemps. Et qu'il va falloir s'y mettre, s'ils veulent me rattraper, s'y mettre vraiment, tu Ah vois. ben ils peuvent, hein. Donc peut-être que la motivation, tu vois, chez moi aujourd'hui, elle est plus là, où je veux servir d'exemple à mes enfants et pas lâcher pour ça, tu vois. Donc c'est voilà, je pense que ça peut jouer là-dessus, mais pour moi après voilà, c'est ce rapport à la discipline, peut-être que c'est l'armée qui m'a donné ça, Mm. mais c'est plus la discipline qui prend le dessus parce que la motivation, je te le dis, en ce moment tous les jours elle est dans les chaussettes et je la Ça cherche, tu vient, vois. ça part, quoi. Ouais, ouais, c'est dur, c'est dur. Ok. Et justement, tu as parlé de la famille. Voilà, je me permets d'empiéter un petit peu sur cette partie-là. Euh, Quel est justement ton rapport à la performance, au dépassement? Tu en as un peu parlé, tu vois. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu souhaites
pour les membres de ta famille? Est-ce que... Alors, encore une fois, je prends toujours un peu de la comparaison avec moi, hein. Moi, je sais que, par exemple, c'est quelque chose que je souhaite pas forcément. Ouais, La relation que j'ai notamment avec le sport, je ne le souhaite pas forcément à mes proches, de manière ouais, générale. Tu vois ouais. ce que je veux dire? Est-ce que toi, c'est quelque chose, dans le cadre de la famille, des proches, du cadre privé, est-ce que... enfin, quel est un peu le rapport à tout ça? Alors, je suis un peu comme toi, dans le sens où je suis très excessif. Donc, je voudrais pas qu'il soit aussi excessif que moi, ne serait-ce pour construire une famille et être serein, tu vois. Parce qu'au final, j'ai un peu la tête partout et des fois, comme on disait tout à l'heure avec la SWAT, ça peut être compliqué. Donc, je leur souhaite pas d'être excessif comme moi, mais je leur souhaite d'être sportifs. Et surtout, de trouver leur amour, en fait. C'est plus ça, c'est de se dire, parce que ça développe beaucoup de choses, le sport. Donc moi, c'est ça que je leur... voilà, tout à l'heure, on en parlait, la confiance en soi, tout ça. Donc j'ai envie qu'ils prennent confiance en eux, qu'ils sachent le goût de l'effort, qu'ils qu'ils se donnent à fond dans ce qu'ils font. C'est-à-dire que voilà, j'ai commencé quelque chose, je le finis. Moi, c'est ce que j'apprends là à mes enfants qui sont encore en bas âge, c'est tu as commencé ton sport, tu le finis. Ma fille, elle est au quatrième ou cinquième sport. Mais par contre, je lui dis, t'as vu, je mets des frais dans ton sport, mais tu le fais au moins 1 an. Hmm. Pour moi, c'est la seule vision que j'ai, c'est t'aimes pas, t'as commencé, tu m'as fait investir, fini 1 an. Hmm. Et après, tu pourras changer. Parce que le but, c'est aussi qu'ils voient vraiment le plus de choses possibles, tu vois, qu'ils s'arrêtent pas à dire oh, j'aime pas, ça me plaît pas, et moi je les force, tu vois, c'est pas ça le but. Non, bien Ma fille, sûr. demain, elle va faire du bowling, elle va faire la pétanque, elle va faire. Fais ce que tu veux. Hmm. Trouve ce qui te plaît, Hmm. par contre, donne-toi à fond. C'est tout ce que je te demande, tu vois. Donc voilà, là, elle kiffe son truc, elle fait du hand. Je la pousse. Elle a 14 ans, donc on peut commencer à pousser les enfants à cet âge-là, Hmm. s'ils aiment quelque chose en tout cas. Les derniers, le deuxième à 8 ans, le dernier à 4 ans, moi 8 ans, s'il n'a pas envie d'aller au sport, vas-y, n'y va pas. Continue à jouer à ta console. Tu Hmm. vois ce que je veux dire? Après, il faut le juste milieu. C'est-à-dire que faut pas non plus qu'il reste devant la télé ou les jeux vidéo parce qu'il veut pas aller au sport. Le but, c'est voilà, de trouver un équilibre D'équilibrer, aussi. ouais, bien Voilà. sûr. Et le dernier, il a 4 ans. Il a encore le temps aussi. Pareil, je vais pas le forcer à aller sous Hmm. la pluie faire du vélo parce que lui, il est cycliste Hmm. et l'emmener au vélo sous la pluie, tu vois. Hmm. Donc le but, c'est vraiment qu'ils trouvent leur équilibre, qu'ils fassent à fond ce qu'ils souhaitent faire et pas être excessif. En tout cas, je voudrais pas qu'ils soient avant leur 17 ans comme moi je l'ai été, surtout, et que je leur apprends comme moi j'en ai fait la mère expérience de mettre tout en œuvre pour réussir ma vie dans le sport et d'être blessé à la fin et de pas pouvoir le faire. C'est ça que j'apprends. C'est-à-dire que même aux jeunes de la SWAT, à chaque fois qu'ils voulaient mettre à fond dans le sport, je leur ai toujours dit, continue tes études. Moi, j'ai tout arrêté pour me consacrer au sport. Quand j'ai tout perdu, j'ai tout perdu. C'est-à-dire que j'avais pas de métier, j'avais que le sport. C'est-à-dire que heureusement qu'il y avait l'armée et que j'ai pu me retourner derrière pour être coach sportif, parce que sincèrement, j'aurais pas su quoi faire de ma vie. Hmm. Et j'ai fait plusieurs métiers, hein, de mes 19 ans à mes 30 ans, j'ai fait au moins 15 métiers dans ma vie pour trouver à la fin le coaching sportif à 31 ans. Hmm. Donc voilà, il y a eu pas mal de choses et ce que voilà, j'essaie d'apprendre aujourd'hui à mes enfants, c'est on a appris de nos erreurs, travailler à l'école. Même si l'école, elle est ce qu'elle est aujourd'hui, parce qu'on ne va pas dire que c'est l'excellence en France, mais trouvez en tout cas ce que vous aimez, un métier que vous aimez, que ce soit la coiffure, que ce soit la mécanique, peu importe, Hmm. mais faites-le à fond. Voilà, et le but c'est de sortir avec un diplôme que vous aimez faire, parce que se lever le matin avec quelque chose qu'on aime faire, c'est quand même C'est beaucoup mieux que ah, l'inverse. c'est miraculeux. Moi, je sais qu'aujourd'hui, quand je me lève le matin, on me dit ouais, Nico, tu te lèves à 6 heures, c'est dur, hein. Je me lève pour faire des cours de sport. Je Hmm. kiffe ma vie. Franchement, tu m'aurais dit ça il y a 20 ans, je t'aurais rigolé au nez, puis dire ouais, non, 6 heures du matin, laisse tomber, flemme et tout. Hmm. Aujourd'hui, je me lève tous les jours à 5 heures pour donner des cours et je suis grave heureux, je suis pas fatigué en fait, tu vois. Alors que j'ai fait 3 ans dans le bâtiment, je me levais à 6 heures, C'est pas, j'arrivais au boulot, je traînais les pieds, tu vois ce c'est que je pas veux la dire. même, clairement. Voilà, c'est ça en fait. Hmm. C'est vraiment là. Aujourd'hui, j'essaie de donner cette chance à mes enfants. Vous avez la chance de pouvoir faire du sport, trouver un métier que vous aimez. Donc, essayez de ne pas être excessif dans le sport, justement,
pour pas non plus craquer au bout d'un moment. Parce que le sport jeune, c'est bien, mais j'ai vu beaucoup de personnes faire du sport excessif et tout abandonner du jour au lendemain parce que justement, trop de dépendance au sport et le cerveau il craque, quoi, forcément. Mm. Justement, ça va faire lien avec la dernière question que j'avais pour toi. Là, s'il y a quelqu'un enfin, il va y avoir certaines personnes qui vont écouter. euh, Qu'est-ce qui serait pour toi le plus intéressant dans ton parcours? Tu vois, dans ton parcours, alors, de la création de la SWAT, de l'armée, de comment tu as vécu ta maladie, de ton projet dans le cyclisme, vraiment, pour les personnes qui rencontreraient des difficultés physiquement, mentalement, qu'est-ce qui serait pour toi la chose à retenir de ton expérience à toi si tu devais partager un petit peu là-dessus? Alors, c'est surtout, voilà, de croire en soi déjà. Forcément, la première chose, c'est croire en soi parce que si vous abandonnez, forcément, rien ne viendra à vous. Le but, c'est d'aller chercher ce que vous voulez. Donc, se lever le matin toujours avec le sourire parce qu'on a la chance d'être en vie. Malgré les péripéties, les catastrophes, les choses comme ça, on a la chance. Donc, si vous êtes en vie tous les jours, vous arrivez à respirer clairement, vous êtes sur vos deux jambes, et même si elles sont pas là, clairement, si vous arrivez à respirer le matin, c'est déjà, voilà, c'est déjà magnifique. Donc, voilà, le seul truc à retenir, c'est croyez en vous et lâchez rien. En tout cas, si vous souhaitez quelque chose, allez-y, foncez, quoi. Ok. Bah, merci pour ton expérience, Nico. Merci d'avoir participé justement à ce podcast. J'espère qu'il vous aura amené peut-être un point de vue différent, voilà, une expérience différente, un parcours de vie différent, une situation familiale différente avec une maladie différente, etc. Donc, prenez toujours l'inspiration dans la vie des autres, parce qu'on a Très toujours à intéressant. apprendre des autres, on peut toujours affiner un petit peu notre propre expérience et notre point de vue. Et merci à toi d'avoir partagé ça avec nous, en tout cas d'avoir été aussi précis. Merci à toi, Et Totem. on te retrouve où? Toujours sur les réseaux, il y a des projets à venir? Alors, il y a beaucoup de projets à venir. Là, il y a des programmations qui vont sortir parce que j'ai décidé enfin de passer le pas là-dessus. Online? Ouais, d'envoyer pas Ok. mal de programmes sur justement toute la méthode SWAT Team, de redonner tout ce que j'ai pu donner à l'époque j'ai tout retranscrit sur des programmations spéciales street workout et street lifting. Donc, vraiment la base de la SWAT, comment j'ai créé depuis le départ. Et puis, sur les compétitions de la SWAT, hein, forcément, hein, Mm. championnat de France là, au mois de mai cette année. Et puis après, pour ceux qui le désirent, on fait Spartan Race, hein, on peut se voir aussi sur les Ouais, Spartan on Race. se croisera comme Ah, la dernière fois à Morzine. Morzine. Et puis après, voilà, aujourd'hui, on touche un peu à tout, les procs de street, aussi bien aussi en course à pied et vélo, parce que le but, c'est d'être pluridisciplinaire, comme dirait notre ami Notre ami Loops. Loops. Ok, et ben merci encore une fois à toi, Merci à toi, Captain. Nico. On se dit à bientôt avec un prochain invité et une prochaine expérience à partager. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous regardez le podcast et à bientôt. Ciao, ciao.